Bonjour, Aïcha. Tu m'entends bien, Aïcha? Jean-Daniel, Oumoufal. Aïcha, tu m'entends? Jean-Daniel, vous m'entendez bien? Je vais essayer de faire un test pour le son. Bonjour. Monsieur Badji est déjà là. D'accord, c'est super. Merci, Aïcha. Salut. D'accord, merci, JD. Je vais essayer d'ajouter Monsieur Badji. Monsieur Badji, vous pouvez me faire une demande pour que je puisse vous ajouter. Coucou, ça va? Taouda, ça va, tu vas bien? Bonsoir, Awa. Bonsoir, Toumi, ça va? Aujourd'hui, on va parler de l'immobilier, de l'essor de l'immobilier en Afrique. Malik, ça va? Coucou, Reissa. Je vais essayer d'ajouter Monsieur Badji. Awa, s'il vous plaît, vous pouvez dire à Monsieur, vous pouvez montrer à Monsieur Badji comment il doit faire pour m'envoyer une demande, s'il vous plaît. Khadi. Malik. Oui, Monsieur Badji, Monsieur Badji, j'ai eu votre demande. Je vais demander à Awa de vous aider. Je sais que vous n'êtes pas un grand utilisateur d'Instagram. Je vais essayer de... D'accord. Awa, si vous êtes là, vous pouvez montrer à Monsieur Badji comment faire pour m'envoyer une demande. Parce qu'il a un petit problème. Il ne sait pas trop comment faire. Awa a dit qu'il faut cliquer sur la demande de participation. Allô? Ok. Merci Jean-Daniel. Je pense qu'il a pu lire ton commentaire. Bonjour papa. Ah, tu es là finalement. Bonjour Oumou. Bonsoir, désolé. Bonsoir Félicia. J'espère que vous allez bien et que vous avez préparé vos questions pour Monsieur Badji.
Aïcha, t'es toujours là? D'accord. On va attendre un peu. J'ai du mal à lire quelques commentaires. Marou, tu es là, ça va? Diallo Maïna. Bonsoir Aïssa, ça va? Ça fait longtemps. Voilà. Merci ma sœur de cœur. Coucou Fatima Zahra. Coucou Niaï, ça va? Je suis à Nice. Bonsoir. On va essayer d'attendre Monsieur Batfi. Je viens de l'ajouter. C'est pas ça, on va pas Niaï. Je savais pas. Ah, Ahmed, comment tu vas? Bonjour, vous m'entendez? Bonsoir. Monsieur Batfi, vous allez Oui, bien? comment allez-vous? Très bien, et vous? Oui, bonsoir, je vous entends très bien. Vous m'entendez? Ah, c'est super. Oui, je vous entends aussi. Parfait, parfait, merci beaucoup. Je suis vraiment désolé, pas un grand utilisateur d'Instagram, donc voilà. Ouais, je comprends. Mais moi, j'avais eu des problèmes au début pour démarrer les directs. Donc, c'est des... Absolument, absolument. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc, je vais commencer par me présenter d'abord. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Fatoumata Bintoumbaï. Je suis étudiante à Telma en deuxième année en Hospitality Management de luxe. Donc là, normalement, je dois passer en troisième année à la rentrée. Donc, à Telma, nous avons la possibilité, quand nous sommes en deuxième année, de faire un choix entre faire un parcours professionnel de 6 mois dans une entreprise de la place ou à l'extérieur, de faire un semestre d'échange dans notre école partenaire, c'est-à-dire Savignac, qui est à Bordeaux, et de rester aussi éventuellement au Sénégal, de faire 3 mois de cours, continuer le semestre et après de faire 3 mois de stage. Donc moi, j'ai choisi de faire un stage de 6 mois dans une entreprise immobilière parce que j'avais des doutes par rapport à ma passion dans l'immobilier. Donc, pour confirmer mes doutes, j'ai décidé de me lancer dans l'immobilier et de faire mon stage. Donc, ça s'est très bien passé et c'est un milieu où on est en perpétuelle quête de connaissances, on apprend plein de choses tous les jours et de Absolument, nouvelles choses, exactement. absolument. Donc voilà, c'est ça. Donc, Monsieur Bachi, on Parfait, a hâte d'en savoir un peu plus sur vous. Je vais vous laisser vous présenter le parcours professionnel. parfait, parfait. Parfait, merci beaucoup déjà pour l'opportunité qui m'est donnée aujourd'hui de parler dans le cadre de ce webinaire sur un sujet qui est extrêmement intéressant, sur lequel on parlera beaucoup plus tout à l'heure. Je m'appelle Mhm. Elad Jamidou Badji, j'ai 35 ans, avec 10 ans d'expérience professionnelle, marié et père de 2 enfants. Alors, en termes de parcours professionnel, je dirais qu'il commence déjà par mon parcours à l'école supérieure. Je suis diplômé de l'école supérieure de commerce de Dakar, le groupe Subdeco.
dans lequel j'ai obtenu un master en finance en 2010. Et plus précisément, juste après mon master, juste après l'obtention de mon master, j'ai été recruté par la société télécom Tigo en 2010 dans le cadre d'un projet qui s'appelait l'Africa Trainee Programme. Donc, je suis rentré en tant que stagiaire. Mon rôle était de travailler dans un projet de repricing, c'est-à-dire de revue de la tarification sur le roaming. C'était un projet qui était mis en place par la compagnie où il était question de sélectionner un certain nombre de young graduates, de jeunes diplômés sur le plateau de Dakar. Donc, nous étions 10 et nous avons travaillé dans des projets différents. Normalement, il était question de travailler sur 6 mois, 1 an, et finalement, 3 mois après, j'ai été recruté par le département finance en tant que Junior Financial Analyst dans le département Business Decision Support, qui est le département Finance Planning and Analysis. Ce département-là est chargé de mener toutes les actions de reporting, toutes les actions d'analyse financière, et également de travaux sur la partie planning, donc budget, reforecast, 5-year plan. J'ai travaillé pendant 1 an et demi à cette position et j'ai été promu en 2012 en tant que investment analyst, donc analyste chargé de l'ensemble du processus lié aux investissements. C'était une période assez particulière parce qu'en 2012, Tigo avait réussi à renouveler sa licence d'exploitation après 4 ans de négociations avec l'État. Donc, nous avons lancé de gros investissements à cette époque, des investissements sur la fibre, sur la 3G, sur la modernisation du réseau. Il était question de mettre en place un process qui tient la route. Et j'ai eu l'opportunité à ce moment-là de pouvoir mettre en place ce processus. J'ai travaillé pendant 2 ans dans cette position et en 2014, j'ai été promu comme responsable du département FP&A, donc Finance Planning and Analysis, où principalement cela couvrait tous les éléments que j'ai déjà cités, le reporting, l'analyse et le planning. Cette position était assez intéressante parce que déjà en termes de volume d'activité et en termes d'importance au niveau de l'architecture de l'entreprise, c'était très intéressant, très intense, mais très intéressant. Nous travaillons dans le sens de pouvoir supporter notre management dans le cadre des grosses décisions qui seraient liées au futur de l'entreprise. Et particulièrement à cette époque, nous avions commencé le processus de vente de la compagnie. Parce que comme vous le savez, Tigo a été vendu en 2018, si je ne me trompe pas, au nouveau consortium qui inclut Free, Telium, etc. Donc, j'ai aussi participé au process de M&A, le process de Merging and Acquisition pour la vente de Tigo. Et en 2016, j'ai occupé la position de directeur financier par intérim, parce qu'à ce moment-là, mon directeur financier avait quitté pendant le processus budgétaire. Donc, c'était assez intéressant. Ça a été peut-être la partie de mon expérience la plus intense, parce qu'il était question de faire face à une urgence, à la fois bien gérer le processus budgétaire, bien gérer le processus de M&A au niveau de la finance. Donc, ça veut dire discuter avec les bidders, s'assurer que l'ensemble des documents et l'ensemble des activités vont dans le bon sens et gérer le département finance. Donc, je suis passé du jour au lendemain au management de 4 personnes au management de 42 personnes. Donc, il était question de trouver des solutions rapides afin de pouvoir gérer cette phase de transition. En novembre 2016, un nouveau directeur financier a été pris et mon management a décidé de me mettre à la position de contrôleur financier. Le contrôle financier impliquait à la fois le management de l'équipe comptable, il incluait aussi le management du département FP&A pour lequel j'étais déjà manager et enfin la gestion de certains aspects liés au contrôle interne, tous les processus qui régissent le département finance. À la fin de l'année 2017, juste avant la clôture du processus de vente, j'ai décidé de quitter Tigo. Pourquoi? Parce que je pense que j'avais fait 7 ans d'expérience dans cette entreprise fantastique qui m'a donné une opportunité extraordinaire de me construire, de pouvoir maîtriser des aspects de mon métier. Et il était important pour moi d'aller de l'autre côté de la table, comme on dit. J'ai passé 7 ans où j'étais plutôt dans le reporting, dans l'analyse, dans le planning. Mon équipe et moi travaillons énormément à la production d'input, à la production d'output pour les grandes décisions de l'entreprise. J'ai pensé qu'à ce moment-là, il était temps d'aller de l'autre côté de la table et d'être le plus proche possible des centres de décision. Ce qui m'a poussé à accepter une offre d'emploi qui m'avait été faite par le groupe Telium en tant que directeur de la stratégie et de la transformation en janvier 2018. Ce rôle-là impliquait à la fois de mettre en place un corpus stratégique pour l'ensemble du groupe Telium. Le groupe Telium, c'est plusieurs entreprises, que ce soit au Sénégal ou en Côte d'Ivoire, dans un certain nombre de secteurs. Notre ADN, c'est l'immobilier, le real estate, mais nous sommes également présents dans d'autres secteurs comme la logistique, comme l'hôtellerie, comme l'industrie, comme la banque également.
et également l'énergie. Donc, mon rôle était de pouvoir remettre en place le corpus stratégique de l'entreprise et également de pouvoir travailler à un projet de transformation ambitieux parce qu'il était question à un moment donné de trouver les meilleurs moyens, de faire matcher l'ambition actuelle de Telium avec son organisation et de préparer cette organisation à l'ambition future. C'est un département que j'ai tenu pendant un an, c'est une position pardon, que j'ai tenue pendant un an et demi. Et en mars 2020, très récemment, j'ai été promu à la position de directeur de la stratégie et du business development, donc en charge des aspects stratégiques et des aspects de BizDev, mais également la supervision d'opérations telles que les opérations retail, logistique, property and facility et la gestion de départements fonctionnels comme le marketing et le marketing de la communication et également le département IT. Donc voilà de manière consistante, exhaustive, mon parcours professionnel. Très riche d'ailleurs. Merci beaucoup. Alors, ma question est de savoir, après avoir construit une carrière pendant 7 ans dans le secteur financier, vous avez changé de voie. Donc, je voulais savoir pourquoi cette reconversion professionnelle. C'était vraiment parti d'une envie de quelque chose de différent. Je pense que j'ai passé 7 ans dans cette société télécom, comme je le disais, où il m'a été donné une chance extraordinaire d'apprendre mon métier et de développer une certaine expertise. Mais à un moment donné, j'avais besoin de quelque chose de différent. J'avais besoin également, comme je le disais tout à l'heure, d'être de l'autre côté de la table et De de la voir qu'est-ce que ça donnait de travailler sur des aspects stratégiques. Donc, toujours d'être le plus proche possible des centres de décision. Et l'autre motivation, c'était que, étant donné que Tigo était engagé dans un processus de vente, on ne sait jamais ce qui arrive dans un processus de vente. Et je voulais être maître de mon destin, entre guillemets. Donc, j'étais ouvert à aller chercher autre chose, sous d'autres cieux. Effectivement. Et l'opportunité m'a été donnée de rejoindre le groupe Telium il y a 2 ans. Donc, vraiment une envie personnelle de faire quelque chose de différent et de continuer une certaine ascension dans ma carrière professionnelle. D'accord. Donc, même dans les études, ça arrive. Des fois, on peut faire une licence et ne pas avoir terminé la licence parce que effectivement, Absolument. soit on se sent pas très à l'aise, soit on a envie de découvrir autre chose. Donc, je pense que dans le milieu académique comme dans le milieu professionnel, si vous vous sentez pas à l'aise dans ce que vous faites, vous êtes vraiment pas passionné, essayez de tenter autre chose. Donc, C'est extrêmement Monsieur important. Badji, effectivement, Monsieur Badji nous a un peu Oui, parlé de lui, de son parcours professionnel. Donc là, je pense qu'on pourra commencer à parler du thème en général. Et ensuite, on bien va sûr, commencer par les questions plus sérieuses. Et puis après, on prendra les questions sur les commentaires. Et bien sûr, après, si vous avez besoin de conseils, il est là, écrivez, il va lire. Alors, Monsieur Badji, bien sûr. pour l'Afrique de l'Ouest, que ça soit dans le marché résidentiel, dans le marché de l'hôtelier, dans le marché des centres Mhm. commerciaux et des bureaux. Donc, C'est une très bonne question. Je pense que la question est très large. La question est très effectivement, large parce que très large. lorsque vous parlez d'immobilier dans l'Afrique de l'Ouest, il y a autant une variété en termes de secteur, tel que vous l'avez dit, une variété en termes de contexte, parce que le contexte une variété également en termes anglophones est différente de l'Afrique francophone, différente de l'Afrique lusophone. Une différence également toujours en termes de zone géographique, parce que l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est, l'Afrique du Sud sont différents en termes de perspective. Mais je pense qu'il est nécessaire de mettre tout cela dans le cadre d'un contexte. À mon avis, il faut placer l'immobilier en Afrique dans le cadre du contexte mondial. Je veux m'appuyer sur un certain nombre de faits et les deux principaux seraient les suivants. La première chose, c'est que au-delà de la compétition des nations, qui est considérée comme la compétition traditionnelle que nous avons, je pense que la compétition de demain sera la compétition des villes. Pourquoi? Parce que prenons juste quelques chiffres. 40 villes aujourd'hui, les 40 premières villes du monde, représentent environ 66% de la richesse mondiale. De l'autre côté, si vous prenez le top 10 des villes du monde aujourd'hui, elles produisent environ plus de 8 000 milliards de dollars en termes de PIB. Le PIB de l'Afrique, le PIB cumulé de l'Afrique ne représente que 3 520 milliards de dollars. Le deuxième fait est qu'il faut dire que l'urbanisation est un accélérateur du développement. Prenons un exemple Effectivement. très simple, l'exemple de Singapour. Singapour est connu comme étant l'une des économies les plus florissantes du monde.
Cette économie, au moment de son indépendance, n'était pas aussi florissante. On parle d'un pays qui est composé de 63 îles, où il y a très peu de richesses naturelles et où, à l'époque de l'indépendance, il y avait énormément de troubles sociaux et économiques. Mais vous avez eu une dynamique, un choix qui a été fait de mettre en place une urbanisation positive, qui soit dans le sens de pouvoir favoriser le développement. Et l'idée était juste de jumeler le développement économique avec l'aménagement urbain, tout en assurant à la population un environnement qui serait durable et de qualité. Donc Singapour s'est appuyé sur une façade maritime extraordinaire sur laquelle ils ont bâti des infrastructures aéroportuaires très denses et également ils se sont appuyés sur l'innovation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est l'une des zones qui est la plus favorable en termes de lieux de vie et de lieux de travail. L'urbanisation a permis de développer ce pays qui, pour quelques chiffres, en 2011 était la troisième économie mondiale en termes de PIB. Donc la clé du développement de Singapour tenait sur deux éléments, l'investissement et l'innovation. Donc l'urbanisation doit être à quotient positif quand on le rapporte au développement. Mais rapportons ce principe à l'Afrique, et plus précisément à l'Afrique de l'Ouest. Si on regarde la configuration de nos différents pays, malheureusement ou heureusement, et j'en parlerai tout à l'heure, c'est que nos pays sont tous à peu près dans le même format et le même profil. Vous avez une capitale, grosse ville, qui fait converger tous les facteurs économiques du pays. Si vous prenez le Sénégal, c'est Dakar. Si vous prenez la Côte d'Ivoire, c'est Abidjan. Ce qui se passe dans ce cadre-là, c'est que toutes les forces vives du pays, quelle que soit leur localisation dans le pays, se retrouvent dans le centre économique. Ce centre économique prend en compte à la fois tous les centres économiques qui permettent de vous faire gagner de l'argent, donc de vous faire gagner de l'argent pour pouvoir faire vivre votre famille et pour pouvoir être dans des bonnes conditions. Mais derrière également, il concentre tous les facteurs clés en termes de développement, donc les entreprises, les administrations, etc. Donc, l'urbanisation ne peut pas être à quotient positif, malheureusement, pour l'Afrique, parce que nos villes sont surengorgées, elles sont surpeuplées. Un autre exemple, plus de 70% à 80% de la population urbaine en Afrique vit dans des bidonvilles. Et c'est largement dû aujourd'hui à ce facteur d'une capitale économique extrêmement forte et complètement différente, on va dire, de l'ensemble des autres villes qui existent dans le pays. Qu'est-ce qui va se passer dans quelques années? D'ici 2050, 58% de la population vivra dans les villes. Ce qui veut dire qu'il s'impose à nous une véritable réflexion sur le mode d'urbanisation que nous voulons mettre en place. Ce qui veut dire que sur Dakar, par exemple, cette réflexion-là a été menée et d'ailleurs le gouvernement du Sénégal doit être félicité pour cela avec la mise en place du centre urbain de Diamniadio. Nous en parlerons tout à l'heure. Mais la véritable question ici, c'est de se dire comment trouver l'adéquation entre les ressources qui sont développées par la ville, c'est-à-dire l'eau, l'électricité, la santé, l'éducation, le transport, et l'évolution démographique qui existe dans cette ville. Concrètement, vous prenez Dakar, 3,8 millions d'habitants. Ces 3,8 millions d'habitants doivent se partager un pactole en termes de ressources. Et c'est extrêmement difficile, je pense que nous le vivons tous dans plusieurs points particuliers, mais la véritable raison est que notre ville aujourd'hui est surengorgée. Pourquoi je fais ce lien avec l'urbanisation? Parce que l'urbanisation est intimement liée à l'immobilier. L'immobilier est un enabler de l'urbanisation. L'urbanisation vient d'une vision de la part d'un État de mettre en place une ville, de mettre en place les centres économiques, les centres qui puissent répondre aux besoins des habitants, de santé, d'éducation. Et derrière, nous, en tant qu'acteurs immobiliers, nous ne faisons que transformer l'essai en mettant en place les infrastructures qu'il faut. Donc voilà la réalité, on va dire, de l'urbanisation du point de vue mondial et l'urbanisation ramenée à l'Afrique. Si on s'intéresse à l'Afrique de l'Ouest, je pense que globalement, on est bien lotis. On a des indicateurs qui sont positifs en termes de stabilité politique, de stabilité économique. Du point de vue de l'énergie, il y a énormément d'améliorations qui sont mises en place, d'efforts qui sont mis en place par les États. Les infrastructures répondent bien en termes de ports, d'aéroports, de moyens de transport. En termes de financement, nous avons une zone économique qui est assez stable. Mais tous ces facteurs économiques-là permettent en fait le développement de l'ensemble des branches de l'immobilier. Ce qui me permet de faire le lien avec les différentes branches de l'immobilier dont vous avez parlé tout à l'heure. Que ce soit l'immobilier résidentiel, où l'ensemble des types de produits sont présents, que ce soit des produits haut de gamme, moyen de gamme ou économiques, l'ensemble des segments sont servis du mieux que les acteurs du résidentiel peuvent. Et également, vous avez forcément une fourchette de prix
qui est largement dépendante du lieu où on se trouve et principalement de la proximité avec les grands centres économiques et urbains. Du point de vue du marché tertiaire, celui des bureaux, je pense que tous les segments également sont bien servis, que ce soit les segments SMB, Small and Medium Business, les segments large and prime, grosses entreprises, les startups également, qui sont une catégorie à prendre en compte, et également même les autorités gouvernementales. Aujourd'hui, avec les partenariats publics-privés, vous voyez que les acteurs de l'immobilier peuvent servir l'État, peuvent proposer à l'État des infrastructures qui puissent répondre à ses besoins. Du point de vue du marché du retail, donc des centres commerciaux, également, il y a une réelle évolution durant ces 10 dernières années. En Afrique, en 2010, nous étions à 21 centres commerciaux en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, nous sommes à 71. Ceci a été largement favorisé par l'érection d'une classe moyenne qui devient de plus en plus forte et qui a de plus en plus de besoins. Pour prendre l'exemple du Sénégal, il a été prouvé par plusieurs études que lorsque un cadre familial, quand je dis un cadre familial, c'est une famille globalement, arrive à développer des revenus qui sont au-dessus de 500 000 francs CFA, ils ressentent le besoin d'aller dans des centres commerciaux pour satisfaire un certain nombre de besoins. Maintenant, les besoins aujourd'hui qui sont satisfaits en top one, vous avez l'alimentation naturellement. Je pense que tout le monde le vit. Quand on part dans les centres commerciaux, on pense beaucoup au supermarché où on peut aller acheter un certain nombre de choses qui sont dans le cadre de nos besoins. Donc voilà l'urbanisation qui est rapportée au type de marché immobilier auquel nous faisons référence. Mais lorsqu'on voit cette image, on a tendance à se dire que tout va bien et que tous les voyants sont verts, mais ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup de challenges auxquels nous faisons face. Et sur ces challenges-là, j'en retiendrai 3. Le premier, c'est l'accès au foncier. Et je dirais plutôt globalement la politique foncière. Il est important de noter dans nos pays qu'il y a une forme d'incohérence entre, et je dirais même une forme de juxtaposition incohérente entre des éléments qui sont factuels, qui sont liés au droit foncier, qui sont très clairement délimités, et des éléments qui sont liés au traditionnel et au rituel. Concrètement, aujourd'hui, vous avez des lois qui sont très claires en termes de foncier, mais lorsque vous allez dans certaines contrées et que vous voulez faire appliquer la loi et prendre possession d'un foncier que vous avez acheté, vous pouvez vous heurter très facilement à des droits coutumiers qui vous disent que cette terre-là appartient au village, appartient aux ancêtres, etc., etc. Donc nous faisons face à ce problème-là. N'empêche, les États ont largement travaillé afin de mettre en place une politique foncière cohérente. Il y a toujours des efforts à faire et ces efforts-là sont en cours et nous espérons que cela pourra faciliter notre travail en tant qu'acteur immobilier. Parce qu'à la fin de l'exercice, pour que l'on puisse fonctionner, nous avons besoin de foncier. Et c'est à partir du foncier que nous pouvons construire nos infrastructures et mettre en place nos projets. Le deuxième élément est lié au financement immobilier. Globalement, ici, on a une forme d'incohérence également entre l'accès au financement et l'insuffisance des capitaux propres pour les promoteurs immobiliers. Effectivement, j'ai eu beaucoup de questions par rapport à ça. Ils veulent savoir pourquoi il y a un tel problème en fait. Non, je pense que globalement, tout dépend du modèle économique qu'on veut mettre en place et du tissu bancaire que nous avons en face de nous. Encore une fois, les promoteurs immobiliers font face à une insuffisance de leurs capitaux propres et derrière, ils ont besoin de financement pour mettre en place leurs projets. Les banques également ont leurs volontés, ont leurs critères, ont leurs intérêts et il suffit juste de faire converger les deux. Je ne dis pas que nous sommes en face de deux acteurs qui ont des intérêts qui sont divergents, mais je pense que cette relation-là pourrait être beaucoup plus fluide. Mais aujourd'hui, les acteurs immobiliers, tant bien que mal, arrivent à lever de la dette afin de poursuivre leurs projets. Et le dernier point sur lequel je voudrais insister, si vous le permettez, en termes de challenge, c'est la qualité de la construction. Il est important aujourd'hui dans les constructions nouvelles de prendre en compte la réalité du monde. On parle de réchauffement climatique, on parle de pandémie, par exemple, comme le Covid-19 qui est d'actualité. Je pense qu'il est important pour tout citoyen, tout travailleur de pouvoir avoir un cadre de vie, un cadre d'habitation qui soit durable et qui soit éco-responsable. C'est de notre responsabilité en tant qu'acteur immobilier de pouvoir proposer alors une offre de construction qui puisse être qualitative et qui répond à ce besoin. Et ça me permet de faire une digression sur un point important. Vendre un bien immobilier est une activité particulière. Lorsqu'on vend un bien immobilier, c'est un choix de vie qu'on vend à un client. Lorsque quelqu'un vient vers vous et veut acheter une maison, veut acheter un appartement,
veut installer son entreprise dans une infrastructure industrielle, ce n'est pas des projets à court terme ou à moyen terme. On parle d'un projet de vie, de projets à long terme qui sont extrêmement importants pour ses clients. Donc, nous avons la responsabilité, en termes de construction également, d'apporter une certaine touche qualitative. Donc, si je dois faire un résumé globalement de l'immobilier en Afrique, disons qu'il y a beaucoup de points positifs en termes de développement. Il y a une diversité des acteurs et une diversité des produits si on le rapporte à l'Afrique de l'Ouest. Cependant, nous faisons face à des challenges comme l'accès au foncier, le financement bancaire et enfin la qualité de la construction. Effectivement. Donc, c'est très intéressant ce que vous venez de dire. Alors, on va passer à la troisième question. Donc, on va faire un petit détour dans votre milieu qui est l'hôtellerie. Donc, Oui. nous voulions savoir que représente le secteur de l'hôtelier dans le business de Mhm. l'immobilier en Afrique de l'Ouest. Nous savons tous que ce C'est un... secteur, effectivement, que ce secteur est en Oui. plein essor comme celui de l'immobilier. Donc, est-ce Mhm. que les acteurs de l'immobilier ont ce ressenti au vu des projets qui leur sont confiés? Absolument, absolument et totalement. Et vous avez raison sur un point, le secteur hôtelier a une place extrêmement importante dans l'immobilier. Mais encore une fois, n'oublions pas que tout élément de l'immobilier est lié à la politique d'urbanisation. Elle est liée également aux politiques gouvernementales qui peuvent être mises en place et qui peuvent permettre le développement d'un pays. Prenons l'exemple du Sénégal. Aujourd'hui, quand on parle d'hôtellerie, le principal facteur qui est toujours mis en avant, c'est le tourisme. Le Plus vous tourisme, avez de touristes, effectivement. plus les hôtels ont un taux d'occupation qui est intéressant. Mais pour que le tourisme soit développé, ce ne sont pas des gouvernements. Ce qui nous pousse aujourd'hui à devoir prendre en compte l'immobilier sur la partie hôtellerie du point de vue de tous les aspects qui sont pris en, qui sont, comment dire, qui sont mis en place du point de vue de la politique Effectivement. du tourisme. Je vais prendre deux exemples concrets. Ici, en Afrique de l'Ouest, il y a trois locomotives précises. Et je reviens à ce que j'avais dit avant. Nous ne sommes plus dans une compétition de nations, mais nous sommes dans une compétition de villes. Je vais prendre les trois plus grandes villes ici en Afrique de l'Ouest qui ont les plus gros ratios en termes d'hôtellerie, en termes d'occupation. Le Sénégal, donc le Sénégal particulièrement Dakar, Abidjan en Côte d'Ivoire et Abuja au Nigeria. Mettons de côté l'exemple nigérian qui est extrêmement particulier et prenons l'exemple d'Abidjan et de Dakar. Aujourd'hui, du point de vue du tourisme, ces deux pays-là totalisent au moins environ plus de 3 millions de visiteurs par an. Ces 3 millions de visiteurs doivent trouver une certaine variété en termes d'hôtellerie. Des hôtels 5 étoiles, des hôtels 4 étoiles, 3 étoiles, 2 étoiles, en fonction de leurs besoins et en fonction de la raison pour laquelle ils sont venus dans le pays. Est-ce que c'est un voyage de loisirs, un voyage d'affaires, etc., etc., etc. Ces deux pays-là, en termes d'indicateurs, sur les différents hôtels qui sont dans ces deux villes, pardon, le taux d'occupation est environ à 65%. Le taux d'occupation, c'est simplement le nombre de nuitées qui est rapporté au nombre de chambres disponibles. L'average daily rate, c'est-à-dire le prix de la chambre, tourne autour de 150 dollars. On est environ sur 85 000 francs la nuitée. Sur ces deux pays-là, vous avez des tendances qui sont assez différentes. Mais je veux dire, les éléments les grandes tendances que vous aurez dans ces deux villes donneront un point assez large par rapport à la tendance sur la zone de l'Afrique de l'Ouest. En Côte d'Ivoire, vous avez, du point de vue du tourisme, une politique d'incitation qui est très forte avec l'allègement des éléments qui sont liés sur les visas d'entrée. C'est très important aujourd'hui pour les investisseurs et les touristes lorsqu'ils choisissent leur destination, que ce soit de vacances, donc de loisirs ou destination d'affaires. De l'autre côté, vous avez une demande qui est extrêmement forte, une demande surtout au niveau des 3 et 4 étoiles, qui est en fait la gamme qui est intermédiaire. Pourquoi? Parce que cette gamme intermédiaire correspond largement aux besoins aujourd'hui du tourisme d'affaires. Lorsque vous allez à Abidjan, par exemple, pour une petite conférence, vous ne faites pas une semaine, 2 semaines, vous ne faites que 3 ou 4 jours. Vous avez besoin d'éléments qui sont assez précis et d'un cadre de vie qui vous permettent de pouvoir être dans cette ville 3 ou 4 jours. Et derrière, vous devez pouvoir avoir accès pouvoir répondre à ce besoin à un prix qui puisse être abordable et en ligne avec les standards de votre entreprise. Donc Abidjan s'est largement développé de ce point de vue. La progression des 3 et 4 étoiles sur les 5 dernières années a été vraiment extraordinaire. C'est peut-être l'une des plus fortes depuis très longtemps. L'autre point, c'est que vous avez une offre qui est très large. Vous avez toutes les grandes chaînes hôtelières qui y sont, donc Accor, la chaîne Mangalis qui est la chaîne de Telium. Nous avons 2 hôtels en exploitation et
un hôtel qui est sur le point d'ouvrir, et également des chaînes comme Onomo ou bien Azalai. En termes de performance, comme je disais, on est dans un taux d'occupation autour de 67%, qui est très bien, et en average daily rate, comme je le disais tout à l'heure, autour de 85 000 francs CFA. Il y a des perspectives intéressantes sur Abidjan, mais naturellement, la stabilité politique reste une question qui est importante à prendre en compte. Prenons maintenant l'exemple de Dakar. Dakar a tiré bénéfice de l'aéroport international de Diass. Cela a changé complètement la façon de voir le pays. En mettant en place un aéroport international aussi large, aussi développé, nous avons augmenté notre capacité de visiteurs naturellement. Et l'aéroport international de Diass, depuis son ouverture, a réussi à signer de grandes compagnies aériennes qui maintenant arrivent à desservir le Sénégal. Et l'autre point, le développement de la compagnie aérienne Air Sénégal International aussi favorise la destination Sénégal. Donc, c'est des éléments positifs. L'élément, par contre, qui peut poser question, c'est pour le tourisme d'affaires. Quelqu'un qui vient au Sénégal et qui a la plupart de ses réunions en ville doit penser à descendre à un aéroport qui se trouve à 50 km de la ville. Donc, il y a nécessité de pouvoir mettre en place des éléments qui puissent faciliter l'accès à ces personnes-là au niveau de la ville. C'est peut-être le seul point aujourd'hui qui pourrait porter à question. Mais l'autre élément très important aujourd'hui pour le Sénégal, c'est le boom du oil and gas. Le oil and gas aujourd'hui a clairement changé la dynamique de notre économie. Aujourd'hui, vous avez toutes les majors en termes de oil and gas qui sont ici à Dakar. Elles sont en train de travailler sur ce gros secteur et derrière, elles ont des besoins normaux, des besoins de vie, des besoins de lieux de vie, des besoins de lieux de travail, des besoins ponctuels d'hôtellerie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le business plan Sénégal est un business plan qui est extrêmement intéressant et qui regorge d'opportunités. Donc la dynamique en Afrique de l'Ouest, que ce soit sur Abidjan ou Dakar, est une dynamique qui est positive, une dynamique qui fait face naturellement au challenge que l'immobilier vit déjà en termes de politique foncière, en termes de financement bancaire, parce que pour faire un hôtel, il faut pouvoir lever des financements également. Mais n'empêche, je pense qu'il y a de véritables avantages aujourd'hui à investir dans ce secteur. Oui, J'avais du mal à vous entendre. Je pense que c'est la connexion. oui, absolument. Là, je vous entends très bien. Effectivement. Donc, vous avez raison. Donc, c'est pas pour rien qu'on dit que l'Afrique de l'Ouest contient les potentiels immobiliers les plus rares de l'Afrique en général. Donc, moi, ce que je voulais savoir, est-ce que le Sénégal Oui, profite largement de ses atouts? Parce que même si, comme vous dites, dans l'immobilier, nous avons les trois grandes villes de l'Afrique de l'Ouest qui sont Abidjan, Lagos. Lagos attire énormément de absolument, personnes dans le secteur immobilier, absolument, mais le problème en est absolument. que du côté de financement, ils ont des problèmes de capitaux. Donc, Mhm. à Mais, importante en termes de mhm, porteurs économiques. mhm, mhm. Le pays demeure moins stable que le Sénégal du point de vue économique et Absolument, social. Alors qu'au absolument. Sénégal, nous avons une stabilité économique, politique et monétaire qui attire énormément d'investisseurs. Donc, d'où ma question, à savoir si nous profitons largement de ces atouts que nous détenons. Effectivement. Je pense que oui, je pense que nous profitons de ces atouts suivant différents ordres. La première chose, c'est que vous avez eu sur les 10 dernières années un véritable développement sur la gamme 3, 4 étoiles, comme je disais, qui est très importante et qui correspond à un véritable besoin du marché. Mhm. La deuxième chose, c'est que le Sénégal, encore une fois, a réussi à développer le centre urbain de Diamniadio, qui change complètement le paradigme en termes d'urbanisation. Pourquoi je dis cela? Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, l'urbanisation à quotient positif est un facteur, un accélérateur du développement. Étant donné que la ville de Dakar a pâti énormément d'une urbanisation qui était mal structurée, la zone de Diamniadio, la nouvelle ville de Diamniadio, va dans le sens de pouvoir répondre à cette assertion et de rendre l'urbanisation positive pour le développement. Donc vous avez une ville qui est beaucoup plus structurée, où les entreprises s'installent, où il y a de nouveaux facteurs économiques qui sont en place. Donc naturellement, vous changez complètement le paradigme. Je pense que j'ai eu à le dire dans une conférence ou bien dans une réunion. Ce qui se passait avant, c'est que vous n'aviez que des flux ascendants ou descendants vers la ville.
C'est-à-dire que vous quittez la banlieue, vous quittez la périphérie de Dakar pour rejoindre le centre-ville, pour travailler le matin, et le soir, vous quittez le centre-ville et vous rentrez chez vous. Donc les flux sont ascendants ou descendants. Lorsque vous mettez en place un centre urbain qui se trouve à la périphérie de la banlieue et juste à côté également du centre-ville, que vous délocalisez des entreprises là-bas, que vous délocalisez des ministères, vous changez complètement le paradigme. Les gens se disent aujourd'hui que je peux me lever le matin et aller travailler à Diamniadio. Je peux me lever le matin aujourd'hui et aller travailler à Dias, comme je peux toujours me lever et aller à Dakar. Mais vous changez complètement le paradigme parce que maintenant les flux sont cycliques. C'est-à-dire que le nouveau centre urbain de Diamniadio permet de pacifier, permet d'équilibrer, le potentiel économique de la zone. Et en dehors de ça, le gros avantage, et c'est bien que d'autres infrastructures sont en place, comme l'autoroute à péage, l'aéroport, le nouveau réseau ferroviaire, ça change totalement le paradigme dans cette zone-là. Donc on ne parle plus maintenant de Dakar, on parle de Thiès, on parle de Mbour, on parle de villes qu'on entendait avant comme Popenguine, comme Sindia, qui se développent aujourd'hui et qui tirent profit complètement de ce nouveau paradigme qui est créé. Je pense que maintenant ce n'est plus surprenant de voir quelqu'un qui vous dit je quitte Sali pour venir travailler à Dakar et je rentre la nuit, l'après-midi à Sali. Effectivement. Exactement. Donc, au final, je pense qu'il y a une concordance d'éléments et d'événements qui vont dans le bon sens. Cependant, il ne faut pas dormir sur nos lauriers. Il faut continuer sur cette voie-là. Moi, je pense que c'est très intéressant, cette politique de mise en place de centres urbains. C'est très intéressant pour nous, acteurs immobiliers, parce que ça nous donne de la matière pour pouvoir travailler. Et de l'autre côté, c'est à quotient positif pour le développement, parce que le simple citoyen se retrouve, quel que soit le segment dans lequel il se trouve. Effectivement. Vous avez parfaitement raison. Donc, on va un peu balancer sur le secteur résidentiel. Donc, Oui. nous avons fait une remarque. Je voulais savoir pourquoi dans le secteur résidentiel, le haut de gamme est plus promu que le low cost, tout en sachant que le mass market est de 99%, 90% dans le marché global. Donc, oui. C'est un sujet extrêmement intéressant. J'aurais du mal à dire que la promotion du… Oui, je vous entends très bien. Vous m'entendez? Allô? C'est bien, je vous entends. Je vous entends très bien. Vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Alors, je disais que c'est une très belle question. J'aurais du mal à dire d'abord que le haut de gamme est beaucoup plus promu que le low cost. Et j'aurais du mal aussi à utiliser le terme low cost. J'irais plutôt sur le terme de logement économique. Partons d'un principe. Aujourd'hui, lorsque vous êtes un acteur immobilier, vous êtes également une entreprise. Pour que vous puissiez fonctionner et rendre votre activité la plus soutenable et la plus durable possible, vous devez pouvoir proposer des produits et des services qui vous permettent de couvrir vos facteurs de production. Les facteurs de production importants pour un acteur immobilier, encore une fois, cela reste le foncier, qui est la base essentielle pour pouvoir construire une maison, construire une entreprise, construire un hôtel, construire un certain nombre de choses. Pour que nous puissions proposer une offre qui est complètement linéaire sur le haut de gamme, le moyen de gamme et également servir l'économique, nous devons mettre en place des modèles économiques aussi qui puissent répondre à nos besoins et qui puissent rendre notre activité la plus profitable possible, comme toute autre activité. Lorsque qui est extrêmement cher, ce foncier, naturellement, les produits que vous allez développer vont en pâtir et vont répondre à une certaine gamme de la population. Mais c'est très important de noter ce point et ça me permet encore de faire le lien avec Diamniadio. Dans la lancée de la volonté du gouvernement aujourd'hui de faire de Diamniadio aussi un cadre qui permette l'érection de logements économiques et vu toutes les facilités aussi qui ont été mises en place par l'État, en tant qu'acteur immobilier, par exemple la société que je représente, Telium, nous nous sommes engagés à pouvoir mettre en place des logements économiques qui puissent répondre à la demande qui est forcément croissante. Et ça me permet aussi de rajouter un élément qui est essentiel. Au Sénégal, la demande est beaucoup plus forte que l'offre. L'offre est largement sous-évaluée par rapport à la demande. Ce qui fait que aujourd'hui, il n'y a qu'une portion de la demande qui peut être servie, que ce soit sur le haut de gamme, le moyen de gamme ou sur l'économique. Cela veut dire qu'en tant que promoteur immobilier, nous devons nous réinventer.
nous devons trouver un équilibre au niveau de nos modèles économiques parce que c'est ce qui sera toujours le juge de paix au niveau de la mise en place de nos services et de nos produits. Il y a un certain nombre de choses qui sont mises en place aujourd'hui en termes de dispositions gouvernementales qui nous aident à pouvoir mettre en place le modèle, mais nous recherchons toujours le véritable équilibre pour proposer une offre de logement économique qui soit la plus dense possible. Cela ne veut pas dire que nous y sommes pas. Je pense qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits jusqu'à présent. Il faut continuer à les faire et cela passe encore une fois par une optimisation des facteurs de production. Effectivement. Donc, on va un peu passer sur les jeunes. Donc, c'est des questions qui reviennent. Quels Oui. sont les différents métiers de l'immobilier sur lesquels les jeunes devraient se focaliser? Quelles sont quelles sont les compétences que les recruteurs cherchent vis-à-vis des jeunes? Je pense que c'est une question très large aussi. Je vais essayer de répondre. Quand je regarde l'immobilier, je vois trois grands ensembles. Je vois l'asset management, le property management et le facility management. Lorsqu'on parle d'asset management, c'est principalement l'asset manager. L'asset manager est le stratège et celui qui est au début de la chaîne. Je vous donne un cas concret. Lorsque vous avez une personne qui est propriétaire d'un foncier et qui a envie de développer une infrastructure sur ce foncier, elle doit pouvoir travailler avec un corpus de professionnels qui puissent l'aider à monter le projet, à le monter en faisant une étude de faisabilité extrêmement détaillée sur le marché, l'analyse financière, etc., etc. Cette partie-là est gérée par l'asset manager. Donc, l'asset manager est le stratège. Là, c'est sa position au niveau de l'acquisition. L'asset manager également peut se retrouver en position de détention. C'est-à-dire qu'un bien peut être détenu et l'asset manager peut être en détention de ce bien. Ce qui lui donne, une position d'investisseur. C'est-à-dire qu'il mettra tout en place pour que les orientations stratégiques qui sont liées à la profitabilité de ce bien soient atteints. Les objectifs financiers qui ont été assignés à ce bien pour assurer sa rentabilité qui soient atteints le plus rapidement possible. Donc ça, c'est un métier. Le deuxième métier, c'est le métier de property manager. Le property manager, c'est celui pour gérer un bâtiment, pour gérer une infrastructure, etc., etc. Son rôle est de pouvoir concevoir et designer des services qui puissent aller dans le sens du confort de l'habitant et dans le sens d'assurer la pérennité du bâtiment. Donc, c'est ce qu'on appelle les services à l'occupant et les services au bâtiment. Le property manager, naturellement, fait face à la réalité du business. Donc, il a une organisation où vous avez de la finance, de l'achat, où vous avez de la technique également, on va y arriver, où vous avez en tout cas toutes les fonctions classiques d'une entreprise. Le troisième type de métier est le métier de facility manager. Le facility manager, en fait, c'est celui qui gère la partie technique de l'immeuble. C'est-à-dire que le facility manager prend le mandat du property manager. Le property manager fait la gestion opérationnelle, mais c'est lui qui est donneur d'ordre au niveau du facility manager afin qu'il puisse gérer la partie technique qui est principalement liée à la maintenance, donc de la maintenance préventive, de la maintenance curative, de la maintenance réglementaire, et aussi suivant les corps d'État. Cela peut être l'électricité, la plomberie, le froid, etc., etc. Mais nous avons observé également, pas encore au Sénégal et pas encore en Afrique de l'Ouest, mais plutôt en Europe, que maintenant, dans la partie facility management, vous n'avez plus seulement la partie technique, mais il y a ce qu'on appelle la partie service. Pourquoi? Lorsque vous gérez un immeuble où vous avez un certain nombre de locataires, que ce soit des locataires entreprises ou bien des locataires résidentiels, vous avez en réalité un bassin de population. Aujourd'hui, vous gérez le bâtiment, vous faites la gestion locative, vous gérez la partie technique, mais vous pouvez développer aussi un certain nombre de services qui vous permettent de développer de nouvelles lignes de revenus. Je vais prendre juste un exemple, la conciergerie. La conciergerie d'entreprise, par exemple, permet de développer une batterie de services qui puissent répondre à des besoins existants de vos occupants. Ça peut être de la restauration, de la gestion de démarches administratives. Cela peut aller jusqu'à la gestion de billets d'avion, par exemple, etc., etc. Lorsque vous êtes dans un centre résidentiel, vous pouvez mettre en place une conciergerie privée ou vous pouvez répondre aussi à ce type de besoins, restauration, hébergement, etc., etc. Donc, dans le facility management, vous avez maintenant la technique et le service. Pour résumer, globalement, trois gros métiers, asset management, property management et facility management.
Là, on est vraiment dans le cœur du métier. Mais comme dans l'organisation et qui a une activité lucrative, tous les autres métiers de compétences transversales, très larges, hein, comme la finance, le marketing, la communication. Donc, vous avez les achats, pardon. Donc, vous avez également ces besoins. Le conseil que je donnerais en termes de compétences, dans le monde d'aujourd'hui, il est extrêmement important d'avoir un diplôme, d'avoir une reconnaissance académique par rapport à un domaine choisi. Mais ce qui fait réellement la différence pour moi, c'est les compétences humaines. C'est la capacité à pouvoir avoir une certaine résilience en entreprise, la capacité à pouvoir être enclin à apprendre et à être également assez spécifique dans ce que l'on veut pour son futur. Et lorsqu'on arrive à allier ces différents éléments-là, on arrive à faire la différence beaucoup plus facilement maintenant que via juste la partie intellectuelle. Comme on dit aujourd'hui, le QI est important, mais le QE est important. L'intelligence émotionnelle est devenue de plus en plus importante dans le monde d'aujourd'hui et l'intelligence émotionnelle se joue plutôt sur d'autres facteurs qui sont assez différents de la partie intellectuelle. Effectivement. Donc, vous nous avez parlé en gros des fonctions de l'assistant manager et du facility manager. Je voulais savoir, pourriez-vous nous expliquer un peu, en quelques mots, les raisons de l'attractivité de l'immobilier pour les investisseurs? Je dirais simplement comment dire, un secteur est attrayant lorsqu'il y a deux facteurs qui sont ouverts. Pardon, la rentabilité et le risque. Aujourd'hui, l'immobilier au Sénégal, le rendement immobilier est entre facteurs macroéconomiques aussi qui sont en faveur d'investissement dans le secteur immobilier. Le fait que vous avez une stabilité politique, le fait que économiquement vous avez aussi une certaine stabilité avec un taux de croissance quand même qui est pas mal, le fait que par exemple au Sénégal vous développez de nouveaux centres urbains, donc qui donnent un nouveau potentiel, le fait que par exemple vous arrivez à faire des découvertes de ressources naturelles comme le oil and gas, donc tous ces facteurs-là, c'est pas des facteurs qui sont entre vos mains, mais c'est des facteurs exogènes qui font que l'immobilier devient attractif. Encore une fois, l'immobilier est un enabler du développement. Lorsqu'il est question de pouvoir construire des centres économiques. Quand je dis centre économique, je suis très large, que ce soit le lieu de vie, le lieu de travail, etc. L'immobilier vient avec ces solutions. Mais il faut qu'il y ait en amont des facteurs qui permettent le développement de l'immobilier. Donc, si je ramène le point au Sénégal, à mon avis, les voyants sont ouverts, que ce soit d'un point de vue macroéconomique ou d'un point de vue microéconomique. Il y a réellement des opportunités aujourd'hui dans le secteur immobilier. Effectivement. Donc là, je pense qu'on va arrêter le live et ensuite je vais vous rappeler parce qu'on va bientôt dépasser les 1 heure de temps, sinon ça va s'arrêter automatiquement. Donc à tout à l'heure. Merci beaucoup.